Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu veux nous raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran là, le plus 237 655 81 90 17. C'est le numéro WhatsApp et envoie ton histoire ici, on va jouer sur YouTube. Donc, s'il te plaît, quand tu vas envoyer ton histoire, assure-toi qu'elle soit brève, elle soit dans un endroit calme et parle posément, parle normalement. Merci. Donc, je t'invite à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci déjà à tous ceux qui participent toujours dans les commentaires, ceux qui partagent les vidéos, ceux qui parlent même de la page, les gens qui m'envoient les vidéos, les captures, que voilà, on a partagé ta vidéo, ici, là, on a partagé. Merci à vous tous. Hein? Voilà. Et pour tous ceux qui envoient les cadeaux, même ceux qui font des transferts sur le numéro, parce que le numéro WhatsApp qui est affiché à l'écran, là, c'est aussi le numéro où on peut envoyer des petites contributions pour encourager. Oui, WhatsApp, ceux qui sont hors du pays, c'est Ria, MoneyGram et tout ça, le reste. Merci beaucoup pour tout cela. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Donc, n'oubliez jamais de laisser un like. Et même si vous ne faites rien d'autre, au moins likez la vidéo. Ok? Merci. Première histoire. Oui, bonsoir DMG, bonsoir la famille DMG. Vraiment DMG, merci pour tout ce que vous faites. Et votre émission, vraiment, ça éveille beaucoup. Ça éveille beaucoup. Et je me dis aussi que ça contribue à éduquer vraiment plein de personnes qui vous suivent. Vraiment, une fois de plus, merci. Que Dieu vous maintienne en santé et qu'il continue aussi d'inspirer surtout vos auditeurs et vous-même en tant que tel. Ouais, je viens du Burkina, plus précisément, Bobo Dioulasso. Et un fait qui m'a été raconté par l'ami à ma petite sœur. Ça, c'est un jeune qui a voulu vraiment sacrifier sa propre maman pour se faire les sous. Et tout a été planifié dans un banlieue de Bobo Dioulasso, au fait. Là, il a monté son plan, tout en faisant savoir à sa propre maman comme quoi il est un ami qui doit faire l'ouverture de sa mosquée. Et cette ouverture en question devrait se passer un vendredi. Donc si la maman pouvait l'accompagner là-bas, en même temps profiter faire la prière de ce vendredi pour l'ouverture, quoi. Bon. Je m'excuse aussi de prononcer le mot religion là, mais au fait c'est comme ça que l'histoire s'est passée. Donc pour que ça ait vraiment tout son sens, il faut dire les choses telles qu'elles sont, quoi. Tout en m'excusant auprès de toutes les autres confessions, sans exception. Et donc je continue. La maman, n'en faisant pas un problème, a donné son feu vert. Et ce jour, il a demandé le véhicule de leur propre grand frère. Bon, le grand frère n'a pas fait un problème. Il a pris la voiture. La maman a pris ses ablutions. Paf, ils ont pris la route. Quitté hors Bobo. La maman lui demandait qu'elle pensait que l'ouverture c'était en ville ici. Non, son fils lui dit que c'est encore devant. Ils partent. Arrivé, il s'arrête à quelque part. Il descend du véhicule en laissant la maman là-bas. Rentrer voir les gars qui devraient exécuter la maman en fait. Donc là-bas il est resté, les gens là sont venus, faisant comme s'ils conduisaient la maman pour aller à la mosquée, quoi. C'est là, en ce moment, la maman leur pose la question. Mais que se passe-t-il? Puis, elle est venue pour une ouverture de mosquée. Mais apparemment, ils ne voient rien comme mosquée ici. C'est bizarre. C'est là les deux messieurs lui disent comme quoi. Non. Son fils ne lui a pas dit les choses telles qu'ils étaient. Et ici, en tout cas, elle est arrivée, il n'y a plus de question qu'elle retourne à la maison. Ouais, son fils est venu leur donner pour faire leur rituel, leur sacrifice, pour qu'elle se fasse des sous. La maman dit bon, il n'y a pas de souci. Si tel est réellement le cas, ce qu'elle peut leur demander, c'est de lui laisser quand même, comme il est l'heure de la prière, elle va faire ses prières avant qu'on l'exécute. Bon,
l'autre a voulu refuser, mais l'autre binôme en question a dit bon, ils peuvent la permettre de faire sa prière. Donc là, on a laissé la vieille, elle a fait sa prière. Quand elle a fini, elle les a fait signe. Ils sont arrivés. Ah, il y a un parmi eux qui dit à la vieille, vraiment, l'acte que la vieille vient de poser, et vraiment étant des malfaiteurs, si elle touche un cheveu de la maman, ça risque d'être compliqué pour eux. L'acte de la vieille les a dépassés. De ce fait, ils vont laisser la vieille rentrer. Effectivement, ils se sont entendus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont approchés du véhicule. Quand ils se sont approchés, c'est le jeune en question lui-même qu'ils ont tué. Et l'autre a accompagné la maman un peu loin pour qu'elle puisse rentrer en ville. Donc les Américains, ils ont tué le jeune homme, ils l'ont laissé sur le capot du véhicule et puis rentré. Donc la vieille a retourné à Bobo Dioulasso, a pris un taxi pour rentrer en famille. En ce moment, tout le monde cherchait la vieille avec son fils en question. Donc quand elle est arrivée, elle a rassemblé tout le monde. Les grands frères aussi, celui à qui le véhicule appartenait, il est arrivé. C'est là la vieille a fait ressortir ce qui s'était passé. Le grand frère demande où est lui son véhicule avec les frères. La maman dit bon, voilà ce qui s'est passé, ce que son frère a voulu lui faire comme sacrifice, c'est faire les sous. Ils ont pris un autre véhicule pour aller sur les lieux, aller trouver le jeune. Effectivement, on l'a tué, laissé sur le véhicule. Donc ils disent, ils ont fait quoi du corps? Personne de la famille, ils ont tout refusé, comme quoi le corps de ces jeunes hommes en question ne revienne à la maison. Il semblerait, étant là-bas, ils ont poussé le corps tombé du véhicule et puis ils ont fait depuis le véhicule rentrer à la maison. Et ici, la morale de l'histoire, c'est juste dire que tout est vanité de vanité. Pour ce qui est ma compréhension de cette vie terrestre-là, nous sommes tous sortis de la terre, vivre sur la terre et retourner sous terre. Mais pourquoi vouloir coûte que coûte se faire l'argent? Et là, je me dis encore, il y a de ces choses qui ont plus de la valeur que la vie elle-même. N'en parlons pas de l'argent. On peut vivre heureux sans l'argent. Pourquoi tant de tentations, vouloir sacrifier les êtres qui nous sommes chers? Vraiment, allons moulou, avec beaucoup de prudence, et nous allons y arriver. DMG, une fois de plus, merci et bonne soirée à vous. Bien des choses à toute la communauté DMG. Merci et merci pour tout. Merci beaucoup pour cette histoire. Là, on va passer à la deuxième histoire. Bonsoir DMG. Bonsoir la communauté DMG. Je vous enregistre cet audio depuis le Niger. C'est une histoire qui est mienne. Je peux l'intituler La cousine qui a voulu me manger dans la brousse. Voilà. J'étais en classe de CE2. Nous étions partis au village pour les grandes vacances. Il y avait une cousine, c'est la fille au frère de mon papa. Bon, tout le monde sait qu'ils sont des sorcières parce que leur maman était une mangeuse de double, ici, comme on a l'habitude de le dire ici au Niger. Voilà. Donc, nous étions partis pour les grandes vacances. Elle était une grande dame parce qu'elle avait des enfants qui sont même mes aînés en ce moment.
Elle partait en brousse et un jour, elle était passée dans la maison familiale. Et puis elle m'a dit, petite cousine, si tu peux venir comme ça, comme j'ai adoré partir voir la nature, la verdure, tout ça, voilà. Donc elle m'a prise avec elle, on était partis en brousse. Une fois arrivée là-bas, moi je savais pas, étant petite quoi, genre j'avais pas peur. Les affaires mystiques ne me faisaient pas peur. J'ai plein d'histoires comme ça, voilà. Donc, moi, je ne savais même pas que c'était du mysticisme, en fait. Moi, je pensais que c'est juste de la magie. Ben, voilà. Donc, on était partis. C'était une journée là où il a plu, quoi. Il a beaucoup plu. Donc, c'était vers les 15 heures. Nous étions partis. Une fois dans la brousse, la dame était... elle avait du moins les tresses là, les nattes des vieilles du village là. Tu sais, là ici, quand les vieilles du village font les nattes là, c'est pour 4-5 mois. Donc les nattes étaient... On ne voit même pas les traces au fait. On sait que c'est des nattes, mais il n'y a pas les traces, voilà. Donc on était partis comme ça. Elle était habillée en... Comme on le dit ici, marinière et puis pagne, avec un foulard. Les foulards là qu'elles attachent sur la tête. Voilà. Donc nous étions partis, elle avait la roue comme ça sur son épaule. On marchait, arrivé à un moment, j'ai vu une flaque d'eau. J'avais vu une flaque d'eau. Je m'étais arrêtée. Donc, je mettais les bâtons comme ça dedans pour que ça fasse des trucs là. Puis je vois un reflet dans l'eau d'une dame qui a seulement un pagne noir, un mini pagne noir entouré autour de sa hanche. Voilà. Je regarde derrière moi, je vois une dame géante, teint noir, avec des yeux vraiment globuleux mais rouges, des rouges sang. Je sais que je suis avec ma cousine, bon voilà. Mais ma cousine était habillée comme j'ai eu à décrire ça précédemment. Voilà. Donc, je me suis retournée, je vois une dame géante, costaud, avec un mini pagne noir qui n'arrive pas aux genoux, mais en dessous des reins. Voilà. Donc, je la regarde, mais sa tête était défaite. Elle avait les cheveux, je ne sais pas comment je vais dire, ébouriffés comme ça. C'était autre chose, quoi. Les cheveux longs, mais il n'était pas couché sur son corps. C'était, on dirait qu'il est horrifié, quoi. Elle me fixait. Ah, maintenant, la dame, après combien de maternité, elle avait 7 enfants en ce moment. Mais maintenant, elle a tout donné de la sorcellerie, ça doit être seulement 2. Voilà. Ça aussi, c'est une autre histoire. Je vais revenir un jour là-dessus, si Dieu le permet. Donc, je la regarde et je me suis mise à rire. Moi-même, je ne sais pas, jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre comment j'ai pu réagir de la sorte. Et je me suis mise à rire, mais j'ai dit, mais attends, ça c'est de la magie. Donc je vais l'appeler, bon, Hawa. Je lui dis, mais Hawa, donc tu sais faire de la magie comme ça? Elle me fixe. Elle me regarde, elle a fait un visage vraiment sévère. Moi, je riais. Je dis, ah, donc ça là, c'est de la magie. Oh. Je dis, oui, si seulement il y avait mes frères et puis mes amis, je vais leur montrer que Hawa sait faire de la magie. La dame me regardait. Donc, je sais pas, c'est comme si une voix m'a dit de dire, je ne peux pas comprendre jusqu'à présent, quand je me souviens de ça. Donc, je me dis, attends, mais j'ai fait comment pour réagir comme ça. Donc, c'est comme si on m'a soufflé dans les oreilles. J'ai dit, mais attends, tu penses quoi? Que toi, là où tu es, tu peux me faire peur. Ma chérie, regarde, retourne comme tu étais, à ton état normal. On va rentrer, c'est mieux. Sinon, on va passer l'éternité ici. J'ai dit, tu vas rien me faire. Donc, j'ai dit ça à l'encore. Je t'assure, DMJ, elle s'est rétrécie. Elle a retrouvé sa forme normale. Avec ses habits, tout. Je la regardais.
Les notes étaient retournées sur sa tête copieusement comme elles étaient. Mais elle ne m'a pas parlé durant tout le chemin du retour. Mais moi, je m'en foutais, j'écoutais seulement les oiseaux qui criaient, qui chantaient, qui tout. Donc, mais quand on était venu, le jour-là, ma maman m'avait tabassé parce qu'elle nous attendait avec mes oncles et tout. Tout le monde était au bord du village, au bord de la pause. On me cherchait dans tout le village, on me cherchait. Donc, il y a quelqu'un qui a dit qu'il m'a vu avec Hawa. On a pris le sentier là. Ils ont pris le sentier, ils ne nous ont pas vus. Donc, on venait. Elle était devant avec sa roue, j'étais derrière. J'ai cueilli des quinquélibas, tout ça, sur la route. Je m'en foutais, je n'avais même pas eu un tic de peur dans mon cœur, jamais. On était venus. Le jour-là, ma maman m'avait tabassé copieusement. Elle m'a dit que tout celui qui va me dire de venir l'accompagner en bourse, de ne pas partir. J'ai dormi normalement de la nuit. Ma maman n'a pas fermé un seul œil. Quand je me réveille pour pisser là, donc je la vois assise sur le tapis. Elle était en train de prier. Moi, même mot de tête, j'ai pas eu. Tu vois. Donc c'est un jour, donc on parlait, elles étaient avec sa soeur et son frère, la Hawa en question. Elle me dit, mais la fille là, tu sais que tu es sorcière. J'ai dit, qui moi? Elle m'a dit. J'ai dit, mais même si je suis sorcière, je ne mange jamais les gens. Et puis, je ne sais pas de là où c'est sorti de ma bouche comme ça. Et c'est après des années que j'ai su que vraiment, c'était une sorcière et puis que ce sont des mangeuses de doublé et tout. C'était ma petite histoire. Donc, pour le fait qu'elle avait sacrifié ses enfants, ça aussi, c'est une autre histoire que je vais passer encore vous raconter un jour. Parce que ça a été terrible. Elle a eu à manger la fille d'une de ses amies. Donc, ça a fait du bruit jusqu'à ils se sont convoqués et tout. Mais sa fille aussi a fini par rendre l'âme. Donc, c'est ça. Au revoir. Donc, c'est la morale de l'histoire, c'est juste que même dans notre famille, il y a des femmes, on peut les épouser et les amener et puis avoir des cousins ou bien des cousines par alliance, vous voyez. Donc, on peut amener la mauvaise graine au fait à la maison. C'était ça mon histoire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la troisième histoire. Salut DMG, les histoires mystiques. Cette émission, j'estime qu'elle bénit plusieurs personnes. Que Dieu te bénisse pour le concept, parce qu'un homme averti en vaut deux. Mais cependant, j'exhorte les uns et les autres à la vigilance et aussi au discernement, parce que là où il y a le vrai, il y a toujours le faux. Bon, maintenant pour le refrain, on le connaît déjà. Hein. Partagez, likez, faites tout au maximum. Que Dieu vous bénisse pour ceux qui le feront. Je m'en vais très rapidement raconter ma petite histoire. Bon, il était une fois de mon pays d'origine. L'un de mes meilleurs amis, que je veux nommer le prochain. Donc le prochain et moi avions résolu faire un tour dans un village où ma grande sœur était enseignante. C'était à une période de ses congés. Donc elle était venue à la capitale nous chercher. Et nous sommes rendus au village, arrivés au village, et nous installa dans la maison d'une de ses collègues enseignantes qui y habitait avec sa petite famille, c'est-à-dire son mari et ses enfants. Et donc nous très rapidement on a occupé la chambre, on a déposé nos bagages, après quoi on a eu faim. Et donc cette collègue de notre grande sœur nous a orienté vers un restaurant-bar qui se trouvait à 30 mètres du lieu où nous étions logés. Et donc après quoi nous nous rendîmes sur les lieux, et arrivés sur les lieux, nous fûmes reçus par le responsable du restaurant. C'était un jeune de notre promotion, très gentil, très hospitalier.
Et d'ailleurs, il prit place avec nous, on a commencé à bavarder, à se raconter des histoires et tout. Mais après, il y a eu une affluence clientèle, donc il s'est levé, il est parti. Et je précise qu'il y avait sur les lieux un contingent militaire qui était là pour le service de maintien d'ordre dans la localité. Et dans le groupe se trouvaient deux militaires qui s'approchèrent de nous. Bon, j'estime que c'était à cause de notre langue vernaculaire. Et donc on a commencé à parler ensemble, à se raconter des histoires. Et au bout d'un moment, l'un d'eux a commencé à nous faire un petit briefing de la réalité du village, mais aussi des mises en garde. Il faut faire attention avec tel lieu, telle personne. Surtout faire attention aux responsables du bar. Il ne nous interdit pas de venir, mais il faut faire attention de faire des amitiés avec lui parce que c'est un grand sorcier. Certes, le jour, il paraît jeune et gentil, mais dans la nuit, c'est un méchant, c'est un sorcier, un grand sorcier. Bon, nous, on était très sidérés d'entendre qu'un jeune comme nous était un grand sorcier. Bref, après quoi, on est sorti de là, on a fait chemin ensemble avec les militaires qui avaient pris plaisir d'aller nous montrer leur base. Et en chemin, nous avions constaté un terrain de foot. Et là, on a eu le désir de savoir qui s'entraînait sur le terrain parce qu'on était passionnés du football. Et là, les militaires nous ont fait comprendre, non, c'était un terrain strictement réservé aux militaires. Bon, nous, on les a fait connaître le besoin de nous entraîner avec eux. Bon, il n'y avait eu aucune objection, ce qui, naturellement, va nous plaire. Et donc, après, quand on est arrivé sur la base, ils nous ont présenté d'autres militaires. Et puis quoi, on a regagné la maison. Et à l'heure du football, on est allé, on a joué ensemble et tout s'était bien passé. Autour de 17h30, on a regagné la maison. Et moi, j'ai eu le besoin de me laver. Bon, il n'y avait pas d'eau. Et je me suis renseigné auprès de la grande sœur. La grande sœur m'a fait comprendre, repartez vers les militaires, ils vont mieux vous renseigner là où les hommes vont se laver et tout. Et donc, nous sommes repartis vers les militaires qui s'étaient montrés très volontiers de nous accompagner à la rivière. Et je précise que la rivière était à 1 kilomètre du lieu où nous étions logés. Et donc à mi-chemin, c'est-à-dire à 500 mètres, on a constaté à notre droite une tombe qui était bien construite et tout. Et là, l'un des militaires nous a renseigné qu'elle appartenait à un vétéran du village et que d'ailleurs, même ce dernier, lorsqu'il y a des hostilités dans le village, il sort pour combattre auprès des militaires afin de défendre le village. Moi et mon ami, on s'est regardé. Bon, certes que nous étions des zététiciens, mais ça nous a paru quand même bizarre. Et puis, on a continué notre chemin. Arrivé à la rivière, on s'est lavé et tout. Mais vers la fin de la baignade, il y a comme une force qui m'a propulsé. Et je suis allé me cogner à un rocher. Et du coup, je me suis fracturé le poignet droit. Bon, j'avais mal, mais la douleur était supportable. On est sorti à l'eau et là, nous avions regagné le village. Bon, dans la nuit, vers 1h du matin, je crois que j'ai perdu le sommeil à cause de la douleur de mon poignet. Et je me suis mis à prier. Et pendant que je priais, j'entends des chiens, un groupe de chiens qui entraient dans notre concession. Un groupe de chiens qui entraient dans la concession et qui commençaient à aboyer. Mais ils sont venus aboyer spécialement que devant notre fenêtre. Ils faisaient tellement le bruit que j'avais le sentiment d'ouvrir la fenêtre et de les chasser. Mais il y avait une force qui me retenait, qui m'empêchait de le faire. Et après quoi, au bout de 5 minutes, les voix des chiens ont changé, c'est-à-dire elles se sont transformées et c'est devenu des voix des hommes. Donc j'estime que c'était devenu des hommes et ils ont commencé à parler. Ah ouais, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Il y a un tel ce qu'il a fait aujourd'hui. Bon, nous ne sommes pas d'accord avec. C'était une sorte de réunion.
Et il parlait d'ailleurs de nous aussi. Ouais, mais ces gens qui sont venus ici, qui sont-ils et tout. Donc ils ont commencé à parler. J'avais la chair de poule. Et moi, je me suis dit que j'étais le seul à entendre. Hein. C'est-à-dire que... Mais pendant qu'il parlait, tout d'un coup, le prochain a attrapé ma main gauche. Et là, on s'est regardé. Nos yeux se sont croisés. Et donc, je l'ai fait signe par la main. Est-ce que tu entendais, tu entends ce que moi j'entends? Il a hoché la tête pour me faire comprendre que lui aussi entendait tout ce que j'entendais. Et il dit, bon, là, donc, je ne suis pas seul et je ne suis pas en train d'halluciner. Parce que pour moi, c'était comme des illusions. Et là, c'était devenu une réalité. On a observé un moment de silence. On entendait ces gens parler, comploter. Ils disaient des choses. J'ai dit, mais putain, c'est pas possible. Comment c'était des chiens, c'est devenu des hommes. Donc, au bout d'une heure, ils sont redevenus des chiens. Ils ont aboyé pour une dernière fois et puis ils sont sortis de la concession. Donc, le matin... Je suis allé auprès de la grande sœur pour lui demander si elle avait entendu des chiens qui sont rentrés dans la nuit. Elle a dit non. J'ai demandé à sa collègue non plus. Donc personne n'avait entendu ces chiens, excepté moi et mon ami. Bon, on a trouvé ça quand même bizarre, mais on a continué notre route. Et comme ça, donc les soirs, on avait l'habitude d'aller au terrain de foot, jouer avec les militaires et ma main commençait à guérir au fil du temps de la prière, bien sûr. Et mon ami va faire lui aussi à son tour un faux pas. Lui, finalement, il va se fracturer le bras. Alors, c'était la totale. Maintenant, naturellement, quand on finissait, on partait se laver à la rivière. Et un soir, l'un des militaires nous a dit, bon écoutez, lorsqu'il est plus de 18 h, n'y allez plus à la rivière. C'est-à-dire qu'on a fini de jouer au foot, si on finit tard, ne pensez plus à aller à la rivière. D'accord? C'est-à-dire, venez à la base, on va vous donner de l'eau, mais n'y allez plus. D'accord? Bon, c'est ce qu'on faisait d'ailleurs, on commençait à le faire, on n'allait plus à la rivière. Mais un jour... après le foot, nous avions constaté l'absence des 2 militaires. J'estime qu'ils étaient allés en mission un peu plus loin de la base. Et donc, moi j'ai eu le besoin d'aller me laver. J'ai fait comprendre à mon ami. Il était, je crois, 18h15. Et il dit, bon, écoute, accompagne-moi, je vais me laver. Bon, lui, il n'avait pas pu jouer parce qu'il avait le bras cassé. Et puis, entre-temps, il faisait des rêves. Sa mère était décédée et tout. Donc, il y avait quand même des choses bizarres. Et puis, je lui ai demandé de m'accompagner. Bon, il m'a dit, écoute, frère, moi, je n'irai pas t'accompagner. J'ai mal au bras. 1, 2, j'ai fait des mauvais rêves. Bon, je trouve déjà bizarre ce lieu, donc je n'irai pas avec toi. J'ai dit, ok, bon, il n'y a pas de souci. Moi, je ne peux pas dormir sans me laver. Que je suis allé au bout de 10 minutes de discussion. C'est-à-dire, là, on était vers les 18h25. Et comme ça, j'ai continué mon chemin. Donc, à mi-chemin, toujours devant cette tombe, lorsque j'arrive devant cette tombe, donc à 500 mètres, je constate que des plantes ont poussé, mais en tout cas à une hauteur de 2 mètres. Les plantes ont formé un mur qui m'empêchait de passer. Mais ces plantes-là ont poussé sous mes yeux. Je me suis dit, mais je suis en train d'halluciner ou quoi? Les plantes ont poussé à une hauteur de 2 mètres sous mes yeux. J'ai trouvé ça bizarre. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Et puis après, je me suis dit, bon, soit peut-être que je suis en train d'halluciner. Ou encore, je suis en train de rêver et mon corps est resté à la maison, en train de dormir. Parce que ça, c'est pas possible. Et là, j'ai donc eu l'idée de me retourner. Quand je veux me retourner, dans mon dos, d'autres plantes ont poussé à la même hauteur et ont formé un mur. Donc, ce qui m'empêche d'aller ni de retourner. Il n'y a plus de chemin pour moi. J'ai dit, tiens, mais putain, je suis dans quel merdier? Et là, donc, j'ai eu la chair de poule.
Il n'y avait plus de chemin. Et voir que ces plantes avaient poussé sous mes yeux, et j'étais juste à côté de la tombe du monsieur, j'étais dépassé. J'ai eu la chair de poule, mais à l'intérieur de moi, je priais. J'avais la foi que rien ne pouvait m'arriver. Donc je suis resté là, mais je ne pouvais même pas bouger non plus. Et là, au bout de 7 à 8 minutes, je constate une lumière qui venait dans l'espace. En tout cas, une lumière qui venait tout doucement, hein, qui venait vers moi, J'ai dit, cette lumière-là, elle est bizarre. J'ai commencé à prier, elle s'avançait, c'était comme un esprit, déjà j'avais le pressentiment que cette lumière était bizarre. J'ai dit, oh Seigneur, sauve-moi. Et donc, quand j'ai fini de dire, oh Seigneur, sauve-moi, tout d'un coup, j'entends une moto qui venait à vive allure. Et devant cette moto, la voie s'est ouverte. Devant cette moto, la voie s'est... Sous mes yeux comme ça, la voie s'est ouverte comme dans un film de fiction. Et c'était l'un des militaires qui avait sympathisé avec nous. Et là, il m'a dit avec une voix autoritaire, monte, monte, monte. Je suis donc monté sur la moto et nous avions pris chemin ensemble. Et arrivé à la rivière. Et d'ailleurs, quand je suis monté sur la moto, et la voie aussi s'est ouverte, celle qui mène vers la rivière, elle s'est ouverte naturellement devant lui. J'ai dit, waouh! Et donc, après quoi, j'ai constaté que cette lumière a fui. Elle a pris la fuite. Elle venait tout doucement, mais quand le militaire est arrivé, elle a pris la fuite, cette lumière. Et quand nous sommes arrivés à la rivière, il m'a dit, mais pourquoi on t'avait interdit de venir par ici à cette heure-ci? Pourquoi tu l'as fait et tout, hein? Ils étaient en train de venir te prendre. Et donc je me suis rendu compte qu'ils avaient été signalés que quelque chose se passait pendant que j'ai été pris au piège. J'ai juste envie de dire que la foi, elle n'a pas d'origine, ni la crainte de Dieu n'a non plus de religion. Il est très important de craindre Dieu, peu importe son appartenance religieuse, et même si on n'est pas religieux, il est très important de craindre Dieu. Dieu existe, il faut le craindre. Et la prière, elle est très importante. On n'a pas besoin d'être musulman ni chrétien pour prier. La prière, c'est quelque chose de très important. Ça nous sauve dans n'importe quelle circonstance. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour l'histoire. Et là, on passe à la 4e histoire. Bonsoir, bonjour la famille DMG. Likez, partagez, commentez. Merci à DMG, la team. Soutenons le mouvement. Ok, donc moi j'appelle depuis la Côte d'Ivoire. J'avais dit qu'il y avait un premier... je suis montée pour une première histoire sur les taxis. Et ça, c'est la seconde histoire sur les taximètres ici en Côte d'Ivoire. Ok. Alors, comme je disais, les taximètres, on les prend individuellement. Il peut partir de commune en commune. Voilà. Ici, il y en a 10 communes. D'accord. Alors, mon histoire, je vais la compter, je vais la nommer le fantôme bienfaisant. Bref, et comme je dis que j'ai toujours l'habitude de monter devant avec le taximètre, causer longtemps, échanger, papoter. Alors moi, j'ai quitté la commune de Cocody pour la commune de Poy, c'est-à-dire Yopougon. Et quand on va vers Yopougon, avant d'arriver, on a la grande forêt privée et qui est sur le côté droit qu'on appelle Banco. Bref. Alors, généralement, il y a plein de choses qui se passent par là. Donc, quand tu dois traverser cette forêt, c'est pas la forêt que tu traverses, mais tu passes à côté juste. Et là, tu es censé vraiment être ami et cool et sympa avec le taximètre, parce qu'on ne sait jamais. Bref, moi, j'aime bien m'asseoir devant, comme je vous disais. Ok. Donc, j'ai commencé à causer avec le taximètre, un peu de tout et de rien. On parlait des histoires de la vie et puis des taximètres et tout ça. Donc, il vient me conter une histoire concernant un taximètre. Déjà, il dit que quoi?
il y avait une taximètre, mais qui était un subordonné. C'est-à-dire que quand lui il vient, c'est pas lui le titulaire de la voiture, c'est quand il y a d'autres sont en repos que lui il conduit la voiture, vous voyez. Alors c'est comme ça que le subordonné, c'était quelqu'un qui était vraiment calme et humble, mais qui aimait beaucoup aller chez, il y avait un marabout particulier, chez qui il partait habituellement, qui lui demandait de toujours faire des sacrifices, des dons, de toujours donner, à ne pas en finir en fait. Donner, alors qu'en réalité, il n'était pas régulier sur la conduite, donc il n'avait pas vraiment d'argent. Et il était musulman marié à une femme. C'est-à-dire que sa femme lui dit, mais attends, on n'a pas d'abord l'argent, mais tout le temps tu vas faire les sacrifices, tu vas donner l'argent, toujours toi, c'est toi toujours qui va donner le peu qu'on n'a pas aux autres. Tu vois, c'est vrai qu'il s'occupait de sa femme normalement à la maison, qu'il prenait soin d'elle, mais au-delà de cela, et il prenait aussi pour faire les dons et les sacrifices que le marabout lui demandait de faire. Question. Et c'est comme ça que sa femme, un jour, elle était fatiguée, elle a fait une réunion, elle dit qu'elle ne veut plus de lui parce que c'est la galère. Déjà qu'il fait, mais il n'y a pas d'amélioration dans sa vie, ça devient pire que son marabout, c'est un gros menteur. Donc elle ne peut pas rester avec un homme qui n'arrive même pas à la nourrir en fait. Le b.a.-ba, qui est la nourriture, les vêtements et tout ça, c'est compliqué avec lui. Vu qu'il n'est pas titulaire sur un véhicule. Alors le gars dit, lui, il ne peut pas l'obliger, il la laisse partir. Mais il n'arrêtait pas avec ce marabout qui le conseillait de toujours faire des dons. Quand il vient checker, c'est-à-dire quand il part chez son marabout, voilà, voir, le marabout lui dit, voilà ce qu'il faut faire comme don, voici ce qu'il faut donner, voici ce qu'il y a. Voilà. En Djoula, on appelle ça des saraka. Voilà. C'est le chauffeur de taxi qui m'explique. Hein. Et matin, des mois, des années, il était toujours accroché à son marabout, sans une vraie suite, sans qu'il ne voie un petit miracle, qu'il voie même un nuage dans sa vie ou un changement. C'était la galère, c'était pareil, mais il ne laissait pas son marabout là. Aïe! On se demande, mais qu'est-ce que le marabout là même lui a apporté? Il apporte, on ne sait pas si c'est un bassement ou qu'est-ce qu'il y a. Pourquoi le gars il ne prend pas conscience que son marabout là c'est un menteur? C'est quoi tu fais puis depuis ta vie n'a pas d'impact? Tu n'es même pas titulaire sur un véhicule. C'est compliqué. Ah voilà. Un jour, le mec, c'était son jour de rouler et il y a un monsieur qui ne monte pas derrière. Comme je vous ai dit, généralement ici, les taximètres, les taxi-compteurs, les jeunes s'assoient derrière, se mettent à l'aise. S'ils ont une marchandise, la posent là derrière, ou bien un sac à main, en tout cas, se mettre à l'aise. Alors, le monsieur ne monte pas derrière. Puis, ouais. Il lui dit, ben, je te prends ta journée parce qu'aujourd'hui, j'ai des courses à faire, je veux que tu m'accompagnes partout. Quand je finis les courses, je te paie ce que je te dois. Ce qui est sur facture. Quoi. Et à cette période, il y avait des minuteurs, c'est-à-dire que le taximètre pouvait compter bien. Donc, quand il dit la journée, et vous attendez, puis vous donnez un prix. Mais il y avait des minuteurs au-dessus du taximètre, donc qui comptabilisaient le taxi pendant qu'il roule. Voilà. La journée entière, il passe avec le monsieur dans des courses, etc. Et arrivé jusqu'au soir, le monsieur lui dit, ben, ma dernière destination, c'est à Port-Boué. Port-Boué, c'est une commune où se trouve l'aéroport d'Abidjan, bref. Donc, Port-Boué, le mec va. Et pas loin, au rond-point, on a une morgue. Le gars dit qu'il descend vers la mort. Donc, le monsieur gare. Le taximètre gare. Il attend que le monsieur dise au monsieur la somme exacte. Il attend que le monsieur le paye. Le monsieur répond par derrière, ah mon frère, où je suis là. C'est vrai qu'on a fait les courses toute la journée et je t'ai retenu toute la journée. Je t'ai pas permis de travailler avec d'autres personnes que moi. Mais franchement, je n'ai pas l'argent. Mais j'ai un sac. Il faut prendre ce sac.
Comprenez l'étonnement du taximètre qui se retourne pour regarder derrière, pour poser la question au monsieur, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quand il se retourne, il ne voit plus le monsieur dans le taxi. Il commence à avoir la chair de poule. Il sort du taxi, pardon. Il commence à regarder à gauche, il commence à regarder à droite. Il tourne, il soulève son capot. Il commence à rester tranquille. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui se passe? Et quand il ouvre le derrière, c'est-à-dire l'arrière de la voiture, le monsieur est assis, effectivement, il voit un sac. Son cœur commence à battre la chamade là. Mais le sac là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce que c'est un serpent? Est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je fais? Il s'assoit dans le taxi à nouveau. Il réfléchit, son cœur bat. Il tourne. Il doit rendre compte ce soir parce que, attends, tu as travaillé avec le taxi toute la journée. Tu n'as pas l'argent pour donner au proprio. Tu fais comment? Donc, il respire bien. Il prend un bon coup. Puis, il va ouvrir la petite mallette du monsieur en question. Quand il ouvre la mallette, ce sont des pierres précieuses. Toutes les pierres que vous ne pouvez pas vous imaginer qui sont très précieuses dans ce sac-là. Je vous dis des pierres précieuses, pour ne pas que je renchéris. Imaginez-vous des pierres précieuses qui peuvent rendre millionnaire une personne milliardaire. C'est comme ça que le gars il va gérer son affaire avec son boss là-bas, avec le taxi. Et il commence à investir dans une autre commune qu'on appelle Abobo. Ici à Abidjan, c'est une commune, il y a beaucoup de personnes, mais principalement un groupe de commerçants qu'on appelle Djoula ici en Côte d'Ivoire. Donc il commence à effectuer des réalisations, maisons, business, magasins, il commence à avoir des voitures. Et ça commence à jaser dans le quartier et les gens se disent, attends, lui il a fait médicament l'argent, dans quel coup, quelqu'un qui avait faim, qui n'avait rien à manger, sa vie change du jour au lendemain. Jusqu'à la mosquée, les gens commençaient à prêcher sur lui. Ils sentaient que les gens avaient de mauvais yeux, de mauvais regards. C'est là qu'il a expliqué à tout le monde ce qui lui est arrivé. Et ce jour-là, quand il a pris les pierres précieuses, il est parti les montrer à son marabout. Je lui ai dit que ce sont ces dons qu'il a effectués depuis combien d'années qui ont payé aujourd'hui. Ces sacrifices qu'il a faits, les dons qu'il a donnés aux pauvres, c'est le génie de tout ça, de ce bien-là qui est venu lui remettre en raison de sa fidélité, de sa croyance. Et c'est comme ça que tout le monde a commencé à le respecter dans son quartier, dans sa mosquée. Et les gens ont commencé à lui donner des éloges et ont compris le bienfait de ne jamais abandonner. Bref, je viens en conclusion vous dire quoi? La vie, il y a beaucoup de personnes méchantes, ingrates, qui sont noires, qui sont obscures. Mais le bien ne doit jamais quitter ta vie, ta main, ta personne, parce qu'il y a le mal. Et fais toujours le bien autant que tu peux le faire, tant que tu respires. Parce que ce bien-là, un jour, peut te sauver de beaucoup de choses. Et il est important de rester humble et effacé. Quand il a conduit le monsieur toute la journée, il n'a pas bronché, il ne s'est pas fâché, il ne s'est pas énervé. Donc, il y a des personnes comme ça qui viendront vous tenter un jour. Mais il faudrait que votre bon côté soit plus élevé que le côté obscur dans votre vie. Donc, soyez bien éduqués, soyez bien élevés, soyez polis, respectueux et soyez toujours bons les uns envers les autres. Alors, c'était mon apport. Bonne soirée, bonne journée à tous. Likez, partagez, commentez et puis merci DMG à toi. Merci beaucoup pour l'histoire. Commentez, likez, partagez. Hein? C'est comme ça. Likez, ça ne coûte rien. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonjour DMG. Aujourd'hui, j'ai vraiment une histoire mystique, donc ça me dépasse. Cette histoire me concerne. Et cela s'est passé récemment.
Alors, comme titre de mon histoire, je peux vous donner le titre comme le colis mystique. Alors, je vais vous raconter l'histoire. En fait, il s'agit de ma copine qui était enceinte de mon fils. Et déjà, elle était à terme. Donc, elle est allée à l'hôpital le jeudi de la semaine dernière. Jeudi soir, oui. Et le lendemain était vendredi. Donc, elle était toujours à l'hôpital. Et le samedi 20 mai qui vient de se passer, elle a enfanté mon fils. C'était un garçon. Donc, elle m'a fait signe et je suis allé la rejoindre à l'hôpital. Et d'ailleurs, elle n'a pas dit à toute sa famille qu'elle avait accouché. Donc, il n'y avait que sa grande sœur et moi qui étaient au courant. Donc, je suis allé à l'hôpital aux environs de 19h. Arrivé là-bas, j'ai porté mon fils. Et sa grande sœur était aussi là, qui l'assistait et a passé la nuit avec elle. Maintenant, aux environs de 20h, je rentre chez moi. Déjà, une fois qu'elle a accouché l'enfant, vu que la maternité était pleine avec d'autres femmes qui avaient aussi accouché, alors on lui a interné dans un autre hôpital. Donc, elle était seule et dans une seule chambre, quoi. Elle était seule là-bas pour que le lendemain, quand certaines femmes libèrent, là, elle descend à la maternité. Donc, je suis rentré chez moi. Elle a dormi là-bas avec sa grande soeur. Les deux. Et l'enfant, ils étaient trois. C'était une petite chambre. Donc, ils ont dormi là-bas. Maintenant, le lendemain, quand je reviens à l'hôpital, elles étaient déjà à la maternité même. Donc, elles n'étaient plus, on les avait internées. Elle était à l'hôpital, à la maternité même. Je suis arrivé là-bas, j'ai vu l'enfant, je portais l'enfant. Du coup, elle m'a relaté quelque chose de mystérieux. Elle m'a dit qu'elle s'est réveillée aux environs de 3h, l'enfant pleurait. Et elle s'est dit que l'enfant avait chaud. Un nouveau-né d'un jour seulement, elle s'est dit que l'enfant avait chaud. Mais du coup, en voulant déshabiller l'enfant, elle a trouvé un colis au pied gauche de l'enfant. Mais elle se demande que ce colis sort d'où. Elle commence à se poser les questions. Peut-être c'est son père qui est venu porter l'enfant et a mis. Peut-être c'est les médecins qui ont mis. Voilà mes relate cela à l'hôpital. Je lui dis que maintenant, je vais porter l'enfant devant toi. Comment est-ce que je mets le colis au pied de l'enfant sans te dire? Donc voilà. On commence à se poser des questions. Elle me dit que non, ce n'est pas elle qui a mis le colis sur le pied gauche de l'enfant. Et du coup, qu'elle a vu ça, elle s'est dit que c'était moi. Et elle a retiré d'ailleurs le colis. Elle a plutôt maintenant porté sur le bras gauche de l'enfant. Je lui dis que non, ce n'est pas moi. Voilà, on s'est rendu aussi aux médecins. Les médecins nous disent que non. Comment ils peuvent mettre le colis sur l'enfant de quelqu'un sans leur autorisation? Donc ce n'était pas les médecins, ce qui est étrange. Voilà, à la salle avec d'autres mamans de là-bas, on commence à cogiter ensemble. C'était vraiment mystérieux. Bon, vu qu'on a parlé comme ça, je suis rentré chez moi. J'ai dit que je ne vais pas laisser passer, je vais aller faire des recherches. J'ai retiré le colis, je suis rentré avec. Je suis rentré avec le colis, je suis musulman, je n'ai pas eu vraiment l'intention d'aller faire chez un marabout pour qu'on puisse regarder ou faire quelque chose. J'ai essayé de parler aux gens. Bon, on a dit que bon, peut-être c'est la maman qui a mis pour me faire peur. C'est là, j'ai dit que non, c'est pas elle qui a mis cela. Et voilà, j'ai dormi. Je dors chez moi, je rêve. Qu'est-ce qui se passe dans mon rêve? Je rêve qu'avec ce même colis, je suis chez un marabout en train de vouloir voir vraiment qui a mis ce colis sur le pied de l'enfant. Voilà, durant mon rêve,
Je suis chez le marabout. Il prend une feuille, il coupe et du coup il fait des incantations et quand il ouvre la feuille, il y a un nom qui sort au nom de Vérénice. Il me montre, il me donne le papier que voilà celui qui a mis le colis sur ton avant et il me dit que cette femme est à l'hôpital. Tout cela se passe dans mon rêve. Voilà, j'arrive à l'hôpital, toujours dans mon rêve. En un bout de temps, vous connaissez les rêves, je sors à l'hôpital. Je prends la feuille, je lis, s'il vous plaît, qui est Bérénice. Il y a une jeune femme qui avait aussi accouché à l'hôpital. Elle était là et je lui avais vu quand j'étais à l'hôpital en journée. Quand je dis qui est Bérénice, elle dit que c'est elle. Je dis que ok. Est-ce que tu connais l'histoire de colis, c'est mon fils? Elle me dit que oui, elle connaît. Voilà, je dis pourquoi tu as mis le colis sur le pied de mon fils. Et en plus, vu que quand on l'a accouché, elle n'était même pas dans cette même salle avec toi. Elle me dit qu'elle a mis le colis sur le pied de mon fils parce que ce colis allait absorber de l'eau sur mon fils. Tout cela se passe toujours dans mon rêve. Et je lui demande maintenant, mais vu que quand on l'a accouché, on l'a pas interné ici directement. On l'a plutôt renvoyé dans l'autre chambre parce qu'ici était plein. Comment as-tu fait pour aller là-bas et à l'issue, vu que sa maman a dit que la porte était fermée quand elle dormait? En voulant me répondre à cette question, je me suis réveillé et trouvé ce rêve étrange. Voilà, le lendemain matin, je m'en vais à l'hôpital. Quand j'arrive là-bas, je vois la mère de mon fils. Quand je finis de lui relater la question, mon rêve quoi. Elle me dit que effectivement, la fille dont je parle, elle a vu la fille et en plus cette fille était chrétienne. Et quand elle me dit que cette fille est chrétienne, le nom Vérénice, je pense que c'est chrétien. Or, je suis à Fumban et on connaît les prénoms et les noms des musulmans. Voilà, quand je lui relate ça, elle me dit qu'en plus, la fille en question qui avait accouché, que c'est son fils qui est mort. Et effectivement, je suis arrivé là-bas, je n'ai pas vu la fille en question. Elle m'a dit que oui, que ce matin, son fils était décédé et elle est sortie le matin et elle allait enterrer son fils. Il trouvait vraiment cela très étrange encore d'ailleurs. Voilà, je me suis dit, ah, je ne sais pas si mon rêve est vraiment vrai ou bien ce rêve me disait plutôt que elle allait perdre son fils, donc je ne sais pas. Donc jusqu'à aujourd'hui, vraiment, j'arrive pas à comprendre ce qui s'est vraiment passé. Et présentement, j'ai toujours le colis, c'est chez moi. Donc je ne comprends pas si vraiment vous avez des idées ou vous pouvez m'aider à répondre ou résoudre ce problème. Donc je vous attends dans les commentaires. Vraiment merci DGM pour ces initiatives. Vraiment, ça nous ouvre les yeux, ça nous aide et vraiment du courage à toi. Alors, bonjour et bonne soirée à vous. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 6e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir à toute l'équipe DMG TV. DMG, ça fait de cela 2 mois que je suis tombée sur votre chaîne et sans vous mentir, j'apprécie beaucoup vos histoires. Bon, moi-même j'ai plusieurs histoires, j'ai plus de 3 histoires mystiques à raconter, mais je commence d'abord par ça. Parce que ça m'a vraiment marqué et je tiens beaucoup à la raconter. Et après, j'aimerais que les gens me disent, en fait, jusqu'aujourd'hui, j'ai vécu l'histoire depuis 2017, mais jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre. Et à chaque fois, je continue toujours à réfléchir à cette histoire. En fait, je ne comprends rien. L'histoire, c'est que moi, je suis togolaise, je vis au Gabon. Donc, je travaille dans un restaurant que je dois taire le nom. Bon, je vis à Libreville, précisément. Et je louais une chambre où je vivais avec une de ma petite soeur.
Ma petite soeur, elle travaille dans un bar où elle terminait vraiment tard. Parfois, elle vient à la maison à 2h, 3h, 1h. Quand elle rentre tôt, c'est 0h. Et moi, à mon restaurant, je termine à 23h. Donc, c'était un samedi. Je suis sortie. J'étais au boulot. Après le boulot, bon, puisque son boulot n'est pas loin de la maison. Et moi aussi, mon restaurant n'est pas trop loin de la maison. On était dans le même quartier où on travaillait. Donc, un soir, un samedi soir, j'ai terminé le boulot. Je suis allée chez elle. Bon, comme d'habitude, quand je finis sur la route de la maison, je m'arrête toujours chez elle. Et puis après, continuer à la maison. J'ai une petite qui ne vit pas à Libreville, elle est en Toum. Je crois que les Gabonais qui sont ici connaissent en Toum. Donc, elle vient toujours, parfois elle vient passer le week-end chez moi et à Libreville et elle retourne chez elle. Après le week-end, elle part. Donc, la petite était là, comme c'était une petite aussi qui aimait beaucoup les grooves et tout. Donc, à chaque fois qu'elle vient, elle est toujours avec ma petite soeur qui travaille dans le bar. Parce que c'était un bar qui avait l'ambiance en fait. C'était un bar qui chauffait et tout. Donc elle, à chaque fois, elle reste toujours avec ma petite soeur là au bar là-bas. Après le boulot, les deux descendaient à la maison vers les 3h. Parfois même 4h. Et moi, quand je terminais toujours mon boulot à 23h, je rentrais à la maison, je me lave et puis je dors. Dans le jour là, c'était un samedi. Je suis arrivée chez ma petite soeur. Ma petite là qui quittait souvent en Toum pour venir était là. Donc je l'ai vue, j'ai dit bon, moi je suis passée juste pour faire un coucou, je rentre déjà. Bizarrement, ma petite qui quitte souvent en Toum pour venir nous rendre visite, elle me dit qu'elle veut aussi rentrer, elle est fatiguée, elle a sommeil. J'ai dit toi. Et puis quand tu rentres tôt comme ça, là, il n'est que 23h et aujourd'hui samedi en plus, elle me dit non, elle a sommeil. J'ai dit ok, donc on descend alors. On est descendu, on est allé à la maison, on s'est lavé, on dort. Je crois à 2h, on a entendu quelqu'un qui cognait la porte brutalement, notre porte. Et je précise que là où on louait, il y avait des chambres alignées. Et moi j'étais à la 3e porte. Donc j'entends quelqu'un qui cogne avec violence. En fait, on cognait fort. Et quand je regarde, il est 2h. Donc je me lève, je ne cherche même pas à demander si c'est qui. En même temps, j'ai juste imaginé que c'est ma petite soeur qui a peut-être terminé le boulot à rentrer. Les bandits l'ont poursuivi. Donc voilà pourquoi elle est venue cogner comme ça. Quand j'ouvre la porte, je vois, c'est une fille que je ne connais pas qui pousse la porte. Elle rentre. Elle me dit ferme la porte. Je dis ma chérie, toi c'est qui? Elle me dit non, s'il te plaît, ferme la porte, on me poursuit. Donc avec la peur, moi aussi j'ai fermé la porte. Et moi j'ai commencé à avoir peur, sans vous mentir, je suis une vraie peureuse. Si c'est la peur, en tout cas, moi j'ai trop peur. J'ai trop peur. Donc j'ai commencé déjà à avoir peur. Et elle dit non, on me poursuit. Et effectivement, quand on a fermé la porte, on a entendu des pas. Et quand j'ai guetté par la fenêtre, j'ai vu 2 hommes qui sont montés et ils sont redescendus. Donc en même temps, j'ai commencé à avoir peur. Je suis allée m'asseoir sur le lit. C'était même ma petite là qui arrivait à la poser les questions parce que moi déjà, j'étais morte de peur. Je ne pouvais plus, la peur était trop. Donc, voilà comment c'est ma petite qui lui demande mais tu sors d'où? Comment on te poursuit? Et pourquoi tu viens cogner chez nous? Elle dit non, excusez. Elle dit même je t'ai dit que ça me dépasse. Donc, après, on avait nos téléphones en charge. Elle enlève nos téléphones en charge. Elle garde. Elle demande à ma petite soeur l'eau. Ma petite soeur la donne l'eau.
Elle boit, elle prend la télécommande, elle met une chaîne où il y a les louanges, on met les louanges. Elle commence à prier, elle prie. Moi j'ai peur, j'ai tellement peur, je n'avais plus à parler avec elle. Donc en priant, elle faisait ces choses et elle saignait au niveau du front. Elle avait une robe noire et elle saignait au niveau du front comme ça, elle n'avait même pas de chaussures. Donc, c'est là où elle me regarde, elle me dit non ma chérie, tu as un bon cœur, continue comme ça. Souvent, il y a de mauvaises choses qui vont t'arriver, mais à cause de ton bon cœur que tu as, qui fait en sorte que tu échappes toujours à des choses. Je dis, ah maman, tu parles de quoi? Elle me dit non, j'ai vu des portes, mais je ne sais pas pourquoi j'ai connu chez toi. Tu as un bon cœur, continue comme ça. Ah, moi, tout ce qu'elle racontait là, je n'écoutais plus. Moi, j'avais mal peur. Moi, j'avais peur. Donc, voilà comment on est là. On ne peut plus dormir. On est là, sinon moi, je lui dis que tout ce que j'ai pu la demander, c'est que, ah maman, tu as dit qu'on te poursuit. Dans le numéro de tes parents, au moins, on va les appeler pour leur dire que non, tu es en danger et tu es ici, donc tu vas rentrer demain. Elle dit non. Et je lui ai demandé, tu t'appelles comment? Elle me dit, je ne peux jamais oublier le prénom. Elle dit, elle s'appelle Déborah. Donc comme ça, on est là. Il était 2h, 3h, 4h. Elle nous dit que non, elle veut rentrer. C'est là où moi je lui demande que maman, tu veux rentrer comment? Il y a encore le noir, il fait encore tard. C'est pas encore le matin. Donc moi je peux pas ouvrir ma porte pour que tu puisses sortir de là à l'heure là. Parce que quand tu es rentré ici, il y a 2 ans qui sont passés, je ne sais pas s'ils sont encore dehors ou pas. Donc je peux pas ouvrir la porte pour que tu puisses partir à l'heure là. Elle me dit non, je vais rentrer. Je vais rentrer, ne vous inquiétez pas, je vais rentrer. Je dis, ah, tu veux rentrer à l'heure là, toi qui dis que non, on te poursuivait. Tu n'as même pas peur de sortir de là à 4h du matin. Attends, à 6h, tu vas partir. Elle dit non, elle veut partir. Elle veut partir. Bon, puisqu'elle insistait. Après, elle nous a remis nos téléphones. Elle nous dit non, vous savez pourquoi j'ai pris votre téléphone, je ne voulais pas que vous me filmez. Donc, moi je ouvre la porte discrètement, elle sort. Elle me dit non, je peux prendre la babouche là. J'avais une babouche devant la porte avec laquelle je pars à la douche avec. Elle me dit je peux prendre la babouche là. Je dis oui, vas-y, prends. Elle a pris, elle est partie. Je t'ai dit que DMG, la peur de ma vie. Donc c'était l'histoire que je voulais vous raconter. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais revu la fille. Je ne sais pas qui elle était, je ne sais pas qui elle est. En tout cas, après ça, j'ai raconté peut-être aux grandes personnes. Il y a certains qui disent que non, c'est une morte, elle était déjà morte. Les gens qui disent que c'est une génie, les gens qui disent que c'est une ange. Je dis, ah, moi c'est que j'ai eu peur. J'ai eu la peur de ma vie. La peur de ma vie. Donc c'était ça mon histoire. Bon, la morale, je ne sais pas ce que je vais dire. C'est pour vous dire que non, il ne faut jamais ouvrir votre porte dans les heures tardives, même si vous vivez avec quelqu'un. Quand elle est dehors là-bas, quand il est peut-être 0h, elle n'a qu'à dormir là-bas. Quand elle arrive, peu importe l'heure, soyez vigilant. N'ouvrez pas votre porte à n'importe qui, parce que imaginez ce jour-là, on ne sait pas, la fille pouvait nous tuer là, ni vu nous connu. Ça devait être un esprit qui devait nous faire du mal. Vous voyez, j'ai plein d'histoires. Je vais revenir. Je vais encore venir raconter. En tout cas, c'est ma première fois de raconter l'histoire. Donc, je suis stressée. Mais j'espère que la prochaine histoire que je vais raconter, ça peut aller. Je vais mieux la raconter. Voilà, j'ai vécu plein d'histoires mystiques. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 7e histoire. Bonjour DMG, bonjour la communauté DMG. Likez, partagez. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de ma copine qui est devenue riche, qui a vendu son bébé pour être riche. Elle a sacrifié son bébé pour être riche.
L'histoire de ma copine du quartier qu'on a fréquenté ensemble, on a fait l'école coranique ensemble, on marchait ensemble de temps en temps, on marchait ensemble. Bon, comme elle ne fréquentait pas, bon, moi je partais à l'école. Elle faisait les petits commerces, les articles de cuisine, elle vendait tout. Subitement, un jour, elle voyage, elle part pour Garoua. Dans le bus, elle fait la rencontre d'un monsieur très riche aussi, d'un monsieur. Ils ont causé dans le bus, ils ont pris contact, ils sont devenus des amis. Chaque fois, le monsieur l'appelle, ils causent ensemble, ils bavardent, ils racontent leur commerce, ils racontent comment j'ai acheté la marchandise. Le monsieur aussi lui raconte, t'as pas de problème. Le monsieur partait acheter les marchandises aussi. Le monsieur, il partait acheter les marchandises au Nigeria. C'est comme ça qu'ils ont pris contact, ils sont devenus des amis. Ils sont devenus des amis. Après un jour, elle appelle ma copine, elle dit à ma copine que je veux te voir à Garoua. Ma copine prend la voiture, elle arrive. Après, elle amène ma copine dans une petite village. Dans une petite village qu'on appelle Guidé. Elle apporte, c'est à côté de la frontière du Nigeria et du Cameroun. Cette petite ville-là est là-bas entre Nigeria et Cameroun. C'est comme ça que ma copine est partie là-bas. Elle apporte ma copine chez un marabout. Il dit au marabout que voici, cette femme veut être riche comme moi. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour elle? Après, le monsieur dit que ça tombe bien, comme elle est une femme. Elle peut être riche sans sacrifier quelqu'un. Mais ce qu'elle va faire comme sacrifice pour elle, c'est qu'elle tombe enceinte. Bon, ma copine, comme elle avait l'ambition d'avoir l'argent, elle devait être riche, acheter les voitures, c'est qu'elle disait. Elle a accepté sans demander les conditions. Elle est venue avec le monsieur, ils ont fait des trucs, elle est tombée enceinte. Même comme ça, elle voyageait, partait acheter ses trucs et venait vendre. Mais dès que la grossesse a fait un certain niveau, pas que ses parents doivent savoir qu'elle est enceinte, elle est revenue vivre. Le monsieur a loué un appartement, une maison meublée, tout. L'a logé là-bas pour qu'elle doit avoir 9 mois. En 9 mois de grossesse, elle accouche, on prend le bébé pour aller faire ce qu'on devait faire avec. Ma copine accepte aussi. Dès qu'elle porte sa grossesse, elle est là, ils sont là ensemble avec le monsieur. Le monsieur faisait tout pour elle. Mais dès que c'est arrivé à 9 mois, elle était à terme, le monsieur l'amène chez le marabout. Elle accouche chez le marabout. Dès qu'elle accouche chez le marabout, le monsieur lui dit, bon, c'est qu'on va faire avec ton bébé. Il faut que toi, tu restes là, tu regardes et tu serres le cœur. Parce que quand tu entres dans ce monde-là, tu n'as plus le cœur d'avoir, il ne faut pas avoir pitié de quelqu'un. C'est ce que le monsieur lui dit. Il ne faut pas avoir pitié de quelqu'un. Parce que tout ce que tu fais, il ne faut pas avoir pitié de quelqu'un. Elle dit, il n'y a pas de problème. Elle a accouché. Le monsieur a pris le bébé. Prendre le pilon. Le mortier et le pilon. Prendre le mortier. Venir déposer devant elle. Mettre le bébé dans le mortier. Il a mis le bébé dans le mortier. Le marabout, il a mis le bébé dans le mortier. Ils ont mis des produits, des trucs. La fille regardait. Elle, clairement qu'elle avait la mission, elle ne voulait même pas aussi de cet enfant. Elle a seulement porté la grossesse pour être riche seulement, pour qu'elle doit avoir la richesse que le monsieur l'avait proposé de faire sans compter quelqu'un. C'est comme ça que le monsieur a pris le bébé. Mettre dans un mortier, prendre les trucs, mettre, évoquer les trucs, évoquer, et prendre le pilon devant elle. C'est qu'elle me dit. Elle dit que devant elle,
le monsieur a pilé cet enfant. Pilé, le bébé l'a pleuré. Le bébé, jusqu'à ce que le bébé a arrêté de pleurer. Le bébé est devenu comme c'était les boulettes qu'on avait écrasées. Elle est devenue comme la viande hachée. Le bébé est devenu comme ça. Elle a fait sortir le bébé dans le mortier. Elle a fait sortir le bébé, elle-même. Le marabout a dit que de venir faire sortir le bébé elle-même. Elle a fait sortir le bébé dans le mortier. Elle a fait sortir le bébé dans le mortier. Elle a mis dans un panier. Elle dit dans un panier. Le monsieur a dit bon, ce bébé, tu vas manger tout ce qui est ici là, tu vas manger. Puisque c'est pour la richesse que je t'ai fait. Tu dois manger ça. Mais comme tu n'es pas le seul à manger ce bébé, il faut que j'appelle quelqu'un d'autre. Vous allez manger ensemble. Elle dit comment ça? Elle dit que non. Après le monsieur appelle la pâte la viande hachée de son bébé. Mettre dans un poêle. Fait frire ça comme si c'était les beignets qu'on faisait frire le bébé là. On l'a donné, elle a mangé. Elle a mangé son bébé, elle a mangé. Elle dit qu'à ce temps, elle n'avait pas le cœur que d'avoir pitié. Pas ça. Elle a mangé le bébé bien. Elle a mangé. Elle est rentrée chez là où elle est quittée du marabout. Le marabout l'a donné un délai de 7 jours. Dans 7 jours, le monsieur a dit qu'on va t'entendre et tu deviendras riche comme tu veux. Après, avec le monsieur, son fiancé qu'il avait amené chez le marabout, ils se sont mariés avec le fiancé. Ils se sont mariés, mais ils n'ont pas eu des enfants. Ils se sont mariés. Mais elle est devenue riche. Sans vous mentir, elle est devenue riche. Elle est devenue riche, mais elle est morte en 2022. La dame, elle est morte en 2022, ma copine. Ils ont fait ensemble, mais elle a fait tout son projet pour accoucher. Elle n'a pas eu d'enfant avec ce monsieur jusqu'à ce qu'elle est morte comme ça. C'est là-bas qu'elle m'a raconté, c'est que nous, on entendait ici que oui, il y a un truc qu'on peut manger le bébé et que tu deviens riche. Nous, on ne savait pas que ça existait vrai. Parce qu'on prenait ça comme les gens parlaient seulement. Effectivement, ce secteur existe au nord. Beaucoup de jeunes filles accouchent leur bébé et vendent au monsieur d'aller faire ce rituel, d'aller piler ton bébé. Ça devient comme la pâte d'arachide. Et manger, et le monsieur mange. Faites très attention. Le dehors est mauvais. Le dehors est mauvais, surtout au nord. Il y a des pratiques rituelles que les gens font et c'est pas bien. Peut-être que là-bas il n'y a pas, mais ici au nord du Cameroun, on a des rituels qu'on fait pour la richesse qui n'est pas bien. Surtout la richesse de piler ton bébé et on fait frire ça comme les beignets tu manges. Pour une nouvelle vidéo, surtout n'oubliez pas de liker, commenter, partager la vidéo de demain. Ok.